Une enfant est kidnappée au milieu de la nuit. Il n'y a aucun témoin. Mais un logiciel va révéler un indice qui avait échappé aux enquêteurs. Généralement, la police découvre assez rapidement de quelle manière un assassin s'est introduit sur une scène de crime. Mais dans cette affaire, c'est loin d'être le cas. On dirait même que le tueur s'est volatilisé. Et c'est peut-être ce qu'il a fait. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Certaines affaires sont d'une redoutable complexité. Les meurtriers déployant des trésors d'imagination et de perversité pour déjouer la police. D'autres mettent en jeu les passions humaines et les excès dramatiques qu'elles entraînent parfois. D'autres encore nous précipitent dans les tréfonds de l'âme humaine. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre la criminalité au quotidien. Mais lorsque la violence absurde et gratuite détruit des vies, nous n'avons d'autre choix que d'exprimer notre répulsion à l'égard des prédateurs et notre compassion, bien sûr, à l'égard des familles des victimes. Les mères qui élèvent seules leurs enfants doivent souvent faire d'énormes sacrifices pour arriver à joindre les deux bouts. Karen Ferger est l'une d'entre elles. Elle travaille de nuit dans une usine. C'est pourquoi elle a engagé une de ses connaissances, Jack Hubble, pour garder ses enfants le soir. C'était une famille monoparentale type. La mère était issue du milieu ouvrier et elle se démenait pour joindre les deux bouts et élever ses enfants. Le matin du 3 octobre 1997, Jack Hubble et sa femme constatent que Shara Ferger, 9 ans, a disparu. Les Hubble ont contacté certains de leurs voisins et amis et ils ont commencé à la rechercher pour voir si elle n'était pas quelque part dans le quartier. J'avais peur. J'étais angoissée. Je sentais que quelque chose lui était arrivé parce que c'était comme si une partie de moi était morte. À 15h30, les recherches s'arrêtent. Elle a été retrouvée dans un champ à 3 km de chez elle. On l'avait poignardée plusieurs fois avant de l'abandonner là. J'ai essayé de sauter par-dessus la clôture, mais ils m'en ont empêché. Et comme les ambulanciers ne sont pas sortis de leur véhicule, j'ai su qu'elle était morte. Ça fait peur, quand on a des enfants, ça fait vraiment peur ce genre de choses, de se dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. On ne connaît jamais vraiment ses voisins. C'était un quartier paisible et tout à coup, il arrive un truc pareil. C'est très triste et personne ne pourra oublier ça. Jack Hubble est la dernière personne à avoir vu la petite fille en vie et il n'y a aucun signe d'effraction. Il est donc le premier à être interrogé par la police. Il déclare que la veille au soir, Shara et son frère Joseph se sont endormis sur le canapé en regardant la télévision. Il a éteint le téléviseur, les a couverts et est allé se coucher. Plus tard, Joseph est entré dans sa chambre, effrayé. Joseph a entendu des bruits, des casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Et il a eu peur. Jack ne lui a pas vraiment demandé ce qui se passait, il a simplement dit « Viens par là, tu peux dormir dans notre lit ». Joseph dit que Shara était toujours endormie quand il est allé dans la chambre des Hubble. Karen s'interroge, mais elle ne peut pas croire que Jack Hubble soit impliqué dans le meurtre de sa fille. Je n'étais pas sûre qu'il soit capable de faire une chose pareille. Il n'y avait pas de signe d'effraction, ce qui laissait à penser que celui qui était entré avait trouvé un moyen de pénétrer dans la maison pour enlever Shara. Le jour précédant la mort de la petite fille, Jack Hubble a eu un comportement troublant. La nuit d'avant, Jack Hubble a grimpé à la fenêtre de ma fille aînée et il est entré dans sa chambre. Jack Hubble est un ancien héroïnomane. Il explique aux inspecteurs qu'il cherchait son ordonnance de méthadone. Il n'avait pas vraiment d'explication valable. Crystal raconte à la police qu'elle était terrifiée. Il ne lui a rien fait. Elle a eu simplement peur parce qu'il était dans sa chambre. La nuit suivante, Crystal a verrouillé la porte et la fenêtre de sa chambre. La police pense que Hubble s'en est pris à Shara parce qu'il n'a pas pu entrer dans la chambre de sa grande sœur.
Reste encore à le prouver. Après le meurtre de Shara Ferger, tous les habitants de Blanton sont sous le choc et l'affaire fait la une des journaux dans tout le pays. Qui que ce soit, il paiera pour son crime d'une manière ou d'une autre. C'était une innocente, elle ne méritait pas ça. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constate que Shara a été agressée sexuellement et qu'elle a été poignardée avec 2 armes différentes. L'une des armes avait une lame fine et tranchante, ce qui pouvait correspondre à un couteau. Et la seconde était un objet à bout rond, très vraisemblablement un tournevis. S'il y a 2 armes du crime, il y a peut-être 2 agresseurs. Le médecin légiste remarque aussi une trace de morsure sur l'épaule de Shara et il récupère sur son corps 4 cheveux avec leurs racines, ce qui laisse à penser qu'elle les a arrachés à son agresseur en se débattant. Ils ont établi un profil ADN grâce aux cheveux. Ensuite, ils l'ont comparé à un échantillon d'ADN de Jack Hubble. Mais ça ne correspondait pas. La marque de morsure ne correspond pas non plus à la dentition du suspect. Après avoir passé 5 jours en détention, Jack Hubble est relâché. De toute évidence, elle n'était pas partie toute seule de chez elle. Quelqu'un l'avait enlevée, ce qui voulait dire qu'un voisin avait peut-être vu le coupable, ou que le coupable connaissait un des habitants du quartier. L'impensable s'est produit. Shara Ferger, 9 ans, a été enlevée chez elle pendant la nuit, violée et assassinée. Les enquêteurs disposent de plusieurs indices. La fillette a été mordue à l'épaule avant d'être poignardée à l'aide de 2 armes différentes. Un couteau et ce qui ressemble à la marque d'un tournevis. 4 cheveux, n'appartenant pas à la victime, prélevés sur son corps sans vie, ont permis d'établir un profil ADN. Jack Hubble, un ancien toxicomane chargé de la garde des enfants et principal suspect, est rapidement disculpé. Sa signature génétique ne correspond pas à l'ADN recueilli sur la scène de crime. Et les empreintes de sa denture sont également différentes. Ainsi, à l'instar des empreintes digitales, mais avec moins de précision, les empreintes dentaires peuvent-elles permettre l'identification d'un criminel? C'est pourquoi les policiers prélèvent les empreintes des dentures de tous les hommes des environs. Et apparemment, cette démarche ne tarde pas à porter ses fruits. Un odontologiste médico-légal identifie l'individu responsable de la morsure sur l'épaule de la victime. Il s'agit de Dale Morris, un voisin qui habite juste en bas de la maison des Ferger. Il leur a dit « C'est votre homme, arrêtez-le ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Dale Morris vit avec sa femme et sa belle-fille. Il nie catégoriquement être impliqué dans le meurtre de Shara Ferger. Je n'aimais pas beaucoup Dale Morris. Je pensais qu'il était coupable. Mon instinct me disait qu'il était coupable. Je ne l'ai pas mordu. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai rien fait. J'ai rien à voir avec sa mort. Le suspect déclare aux enquêteurs qu'il n'a même jamais rencontré la petite fille. Si elle m'avait parlé, j'aurais même pas su qui c'était. Mais la police sait qu'il ment. En fait, j'ai appris qu'il avait déjà vu Shara, parce qu'elle était allée chez lui voir sa belle-fille. Pendant son interrogatoire, Dale Morris fait une déclaration troublante qui pourrait passer pour des aveux. On veut savoir pourquoi. J'ai rien fait. Ou alors c'est pendant que je dormais. Il a dit ça spontanément. Et en gros, ça voulait dire que s'il avait commis ce crime, il l'avait fait dans son sommeil. Compte tenu de l'identification dentaire et des déclarations de Dale Morris durant son interrogatoire, le procureur l'inculpe de meurtre avec préméditation. Tom Hanlon est l'avocat commis d'office de Dale Morris. Pour lui, ces soi-disant aveux sont grotesques.
Il a simplement dit, eh bien, si c'est arrivé pendant mon sommeil. Et c'est ça qu'ils appellent des aveux? Non, c'était juste pour faire comprendre poliment aux enquêteurs qu'ils pouvaient aller se faire voir. C'est tout. Convaincu que les résultats de l'identification dentaire ne sont pas fiables, il demande une contre-expertise. Il fait appel au docteur Lowell Levin, un célèbre odontologiste médico-légal qui a déjà travaillé sur de nombreuses affaires. Le docteur Levin pense que la photographie de la marque de morsure est trop floue pour pouvoir faire une analyse probante. J'ai dit à Maître Hanlon, pour faire court, que ce serait bien si nous pouvions numériser et améliorer la qualité de cette photographie prise par la police scientifique. Maître Hanlon se tourne donc vers la NASA, qui est à la pointe de la technologie en matière de retouche photo. Pour améliorer la netteté de la photographie, les experts de l'agence spatiale lui conseillent d'utiliser Lucus, un logiciel ultra sophistiqué. L'œil humain peut discerner 32 niveaux de contraste. Or, une photographie classique contient 255 niveaux de contraste. Ce qui signifie qu'il y a tout un tas de détails que l'on ne peut pas voir sur la photo parce que le contraste n'est pas suffisant. Dans ce cas, le logiciel va augmenter le contraste pour qu'on puisse discerner tous ces détails. Une fois retouchée, la photo numérisée révèle de nouveaux indices. La photographie retouchée montrait qu'il y avait en réalité une seconde rangée de dents. En fait, il y avait 2 rangées de dents distinctes, ou 2 traces de morsure complète. Ce qui n'apparaissait pas clairement sur les premiers clichés avant que la photo ne soit retouchée. L'odontologiste dispose désormais de 2 traces de morsure qu'il va pouvoir comparer à l'empreinte dentaire de Dale Morris. Selon moi, ce n'était pas Dale Morris qui avait mordu cet enfant. Quand j'ai eu l'occasion de parler avec le docteur Levin et qu'il m'a expliqué pourquoi Dale Morris ne pouvait pas avoir fait ces traces de morsure sur l'épaule de la victime, je suis reparti en étant convaincu que nous avions arrêté la mauvaise personne. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas enlacé? Ça fait 4 mois et demi que je ne l'ai pas touché. Je pouvais seulement lui parler à travers une vitre pendant 1 heure à chaque fois. C'est ça, oui. J'avais le droit à 1 heure. Le chef de la police est venu s'excuser. Et bien sûr, Dale a accepté leurs excuses et il leur a pardonné. L'enquête est loin d'être terminée. La police avait identifié 2 suspects dans l'enquête sur le meurtre de Shara Ferger, 9 ans. Son babysitter, Jack Hubble, et un voisin, Dale Morris. Je pensais que Dale Morris était coupable, que c'était lui le meurtrier. Mais les preuves médico-légales ont innocenté les 2 hommes. Grâce à l'expertise des ingénieurs de la NASA, spécialistes du traitement des images en très haute définition, Dale Morris, le principal suspect dans l'assassinat de la petite Shara Ferger, a été innocenté. Il n'est pas rare que l'agence spatiale américaine soit sollicitée par des enquêteurs pour les aider à résoudre des affaires ou par des historiens pour apporter une expertise dans le cadre d'énigmes historiques. Ainsi, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, des spécialistes de la NASA avaient été appelés à se prononcer sur l'authenticité du Saint-Suaire de Turin, ce linge dans lequel le corps de Jésus aurait été enveloppé à sa descente de croix. Alors, utilisant les technologies employées pour décoder et amplifier les images prises par les sondes envoyées sur Mars et Vénus, ils avaient conclu que la marque imprimée sur le linceul était due à une décharge thermique brève mais intense. Pour en revenir à notre enquête, force est de constater que les investigations sont au point mort. 6 mois se sont écoulés depuis le meurtre de la petite fille et aucun suspect n'a pu être identifié.
Encore une fois, on en était à un stade où on n'avait aucune idée de qui ça pouvait être. Et les habitants du quartier étaient très inquiets. J'ai toujours très peur. Ça peut être n'importe qui. Tout le monde est à cran, les gens ne se font plus confiance. Les gens s'observent les uns les autres. Ils se demandent qui ça peut être, qui est le tueur. On a travaillé très dur pour trouver de nouvelles pistes et faire repartir l'enquête. On devait résoudre cette affaire. Il était hors de question de laisser tomber ce dossier. Les enquêteurs interrogent donc de nouveau les habitants du quartier, à la recherche d'un indice qu'ils auraient pu laisser passer. Ils commencent par l'oncle de la victime, Gary Cochrane. Il était avec Shara à la fête foraine quelques heures avant sa mort. Qui que ce soit, il paiera pour ce qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre. C'était une innocente. Elle ne méritait pas ça. On ne s'est jamais très bien entendu. Quand je me suis séparée du père de Shara, il s'est mis à me détester parce que je ne la laissais pas aller chez lui. Cochrane savait qu'une des portes de la maison ne fermait plus, et c'est par là que le meurtrier est entré. Mais Cochrane prétend avoir un alibi pour la nuit du meurtre. Il avait inventé toute une histoire. Soi-disant, il n'était pas dans le quartier. Il était allé boire un verre et il avait fait la fête toute la nuit avec des amis. Mais on a vérifié son alibi et on a découvert qu'il avait menti. Cochrane accepte de fournir un échantillon d'ADN. Son profil génétique ne correspond pas à celui des cheveux trouvés sur la victime. Les enquêteurs décident pourtant d'approfondir cette piste. Ils apprennent que Gary Cochrane a déjà fait de la prison pour une histoire de drogue. Et en prison, il avait la réputation d'être plutôt étrange. En interrogeant ses anciens codétenus, il a été déterminé qu'il en avait mordu au moins 6 pendant son séjour derrière les barreaux. D'autres témoins disent la même chose. Son ex-femme a déclaré que pendant leur rapport sexuel, Gary Cochrane la mordait souvent, parfois jusqu'au sang. Ce qui éveille immédiatement les soupçons des enquêteurs, puisque la petite fille a été mordue par son agresseur. Ils font donc un moulage de la dentition du suspect et l'envoient au docteur Levin. L'odontologiste remarque immédiatement un élément distinctif. La dentition de M. Cochrane a 2 caractéristiques inhabituelles. Il a un espace entre 2 prémolaires. Il y en a une qui est tournée et l'autre est soit déformée, soit cassée. Cette dentition va donc laisser des traces de morsure ou des marques très caractéristiques. Le moulage de la dentition de Gary Cochrane correspond-il aux marques de morsure sur l'épaule de Shara Ferger? J'ai dit aux enquêteurs que c'était le coupable. Gary Cochrane est incrédule. Il maintient qu'il est innocent et que, comme Jack Hubble et Del Morris, il est accusé à tort. Gary Cochrane a dit qu'il était avec Shara dans la soirée et qu'il avait pu la mordiller sur l'épaule pour s'amuser. Les enquêteurs demandent au docteur Levin s'il est possible que la morsure ait été faite plusieurs heures avant la mort de la petite fille. Selon moi, ça ressemblait plus à une morsure périmortem, c'est-à-dire infligée à peu près au moment de la mort. Ça ne ressemblait pas à des marques faites 6 heures avant. Mais si Cochrane a tué Shara, il avait un complice, l'individu qui a laissé ses cheveux. On savait que pour trouver le meurtrier, pour résoudre cette affaire, il fallait qu'on trouve à qui appartenaient ces cheveux. Si Gary Cochrane a un complice, il refuse de donner son identité. Il manquait une pièce du puzzle, quelqu'un qui correspondrait au profil ADN établi à partir des cheveux trouvés sur le corps de la victime. Les enquêteurs font une recherche dans la base de données nationale. En vain. Un informateur leur révèle alors une information très importante. La nuit du meurtre, ce témoin a vu Gary Cochrane avec l'un de ses amis. Il s'agit de Steve Cannon, 18 ans. Mais Steve Cannon ment effrontément aux enquêteurs. Il dit ne pas connaître Cochrane ni aucun membre de la famille Ferger. Je connaissais Steve Cannon depuis qu'il était petit. J'étais amie avec sa tante et avec sa mère.
On emmenait souvent les enfants au parc ensemble. Karen Ferger ajoute que le jeune homme est sorti pendant quelque temps avec sa fille aînée, Crystal, et qu'il est venu chez eux plusieurs fois. Après des années d'enlisement, l'enquête rebondit enfin. L'empreinte dentaire de Gary Cochrane, l'oncle de Sarah, correspond au moulage de la morsure. Plus accablant encore, l'expert médico-légal en odontologie affirme que la morsure n'est pas antérieure à la mort, mais qu'elle a été infligée au moment où la fillette succombait au coup fatal, porté avec 2 armes, un couteau et un outil qui pourrait être un tournevis. Mais nous le savons, ce meurtre odieux n'a pas été commis par un seul homme. L'empreinte ADN des cheveux retrouvée sur la scène de crime le confirme. Pour boucler l'affaire, les enquêteurs doivent donc identifier le complice de Cochrane. Mais ce dernier s'est muré dans le silence. Pourtant, un témoin affirme l'avoir aperçu en compagnie de Steve Cannon, un jeune homme de 18 ans. Et un autre dit les avoir vus ensemble en train de se droguer la nuit de la disparition de Shara. Une à une, les pièces du puzzle se mettent en place, de telle sorte que les policiers sont maintenant capables de reconstituer l'emploi du temps des tueurs présumés. Cette nuit-là, ils étaient en voiture pour se rendre en ville dans un bar. Et sur le chemin, ils se sont arrêtés sur la route 41 pour acheter de la drogue. Les enquêteurs prélèvent un échantillon de salive sur Steve Cannon afin d'établir son profil génétique. 2 mois plus tard, ils obtiennent enfin la réponse qu'ils attendaient. Les analyses ADN permettent d'obtenir des résultats d'une très grande fiabilité. La probabilité pour qu'un autre individu ait la même empreinte génétique était de 1 sur 2,9 milliards. Autrement dit, ces cheveux appartenaient à Cannon. C'était une preuve accablante, le genre de preuve totalement irréfutable. C'était comme trouver une balle en argent. Ce résultat était une vraie bombe. Un grand soulagement. Le procureur pense que Gary Cochrane et Steve Cannon ont passé la nuit à boire dans un bar et qu'ils ont également pris de la cocaïne. Peu après minuit, les 2 hommes se sont rendus chez les Ferger et sont entrés dans la maison par la porte qui n'était pas verrouillée. Le bruit a réveillé Joseph, qui a couru dans la chambre de son baby-sitter, laissant Shara seule dans le salon. Les 2 hommes ont peut-être tenté d'entrer dans la chambre de Crystal, mais elle avait verrouillé sa porte et sa fenêtre. C'est alors qu'ils ont remarqué Shara dans le salon. Personne ne sait comment ils l'ont persuadée de les suivre dehors. Cochrane et Shannon étaient ivres et sous l'emprise de la drogue. Ils ont mis Shara dans la voiture et ont conduit jusqu'à un champ situé à 3 km de là. Mais la petite fille s'est débattue. Elle a arraché des cheveux de la tête de Cannon, ce qui a permis d'établir son profil ADN. Et Cochrane l'a mordu, laissant des traces de dents qui permettront de le confondre. Je ne pense pas que cette affaire aurait été résolue sans les marques de morsure ou les cheveux. Je ne sais pas si on se serait orienté vers cette piste-là, en particulier celle de Steve Cannon, s'il n'y avait pas eu l'ADN. Je pense que le bureau du shérif a fait un travail extraordinaire. L'enquête a été très bien menée, même s'ils ont mis du temps à attraper les 2 meurtriers. Ils ont simplement fait leur travail et essayé d'arrêter la bonne personne. Les 2 ont finalement été inculpés par le grand jury de meurtre avec préméditation. En septembre 2005, Gary Cochrane et Steve Cannon sont jugés et reconnus coupables d'assassinat. Ils sont condamnés à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine. Les preuves scientifiques ont innocenté 2 suspects et ont permis que justice soit faite.
Sans les preuves scientifiques, il n'aurait probablement pas réussi à résoudre cette affaire. C'était la première fois que je travaillais sur une enquête où on a dû faire appel à un odontologiste médico-légal pour étudier une trace de morsure. Si nous n'avions pas établi une correspondance avec l'empreinte dentaire de Gary Cochrane, nous n'aurions jamais su que Steve Cannon était présent. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette enquête, si on considère tout son déroulement du début jusqu'à la fin, Dale Morris, puis Gary Cochrane, puis Steve Cannon, c'est que le système est bien huilé. 3 ans. 3 ans auront été nécessaires aux enquêteurs pour résoudre cette affaire sordide. Après avoir été kidnappée, violée et mordue, la petite Shara Ferger a été frappée à 46 reprises par ses agresseurs. Son oncle, Gary Cochrane, et son complice de 18 ans, Steve Cannon. Durant le procès, les 2 hommes ont persisté à nier leur implication dans le drame. Gary Cochrane allant même jusqu'à jurer sur la tombe de sa mère qu'il n'avait pas tué sa nièce. Alors vous vous en doutez, la perte de Shara dans des conditions aussi atroces a anéanti sa mère. Devenue dépressive, dépendante à l'alcool et au crack, Karen Ferger s'est séparée de son mari et a perdu la garde de ses 2 autres enfants, Crystal et Joseph. Cette affaire met en lumière le phénomène alarmant de la disparition d'enfants. Un système d'alerte, Amber Alert, a été créé en 1996 aux États-Unis. Amber est le nom d'une fillette de 9 ans morte au Texas à la suite d'un enlèvement. Alors le système permet de lancer une vaste opération de recherche en impliquant des volontaires, des militaires, des gardes-côtes, le FBI, les médias et des psychologues. Depuis 2002, Amber Alert est adopté dans d'autres pays. Le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, la Grèce, la Malaisie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Le 25 mai est depuis 10 ans la journée internationale des enfants disparus. Une occasion pour les associations de sensibiliser l'opinion publique à ces questions, mais également de rappeler qu'il ne faut jamais perdre espoir ou abandonner les recherches. Le rapt du jeune Ethan Patz, enlevé aux États-Unis en 1979 sur le chemin de l'école, vient d'être élucidé. 33 ans après le drame, un homme vient d'avouer avoir assassiné le petit garçon âgé de 6 ans à l'époque. Et puis, le cas de Maddie, disparue alors qu'elle passait ses vacances au Portugal avec ses parents britanniques. Il est resté gravé ce cas dans les mémoires. En avril dernier, la police anglaise a demandé aux autorités portugaises de rouvrir l'enquête, Scotland Yard ayant annoncé disposer de 195 nouvelles pistes dont certaines laissent espérer que la fillette pourrait être toujours en vie. Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être menée à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on concevoir qu'un meurtrier réclame la peine de mort alors que le jury l'a condamné à la prison à vie? Entrer en faculté de médecine, c'est le rêve de milliers d'étudiants qui, chaque année, déposent leur candidature en espérant être acceptés. Michael Andrade est l'un d'entre eux. Il voulait vraiment devenir médecin. Il avait très envie d'aider les autres. Récemment, ma mère m'a confié qu'elle avait l'habitude de lui dire « Ne t'inquiète pas, Michael, tes efforts finiront par payer ». Il travaillait très dur à l'école. En 2005, Michael intègre la classe préparatoire de médecine à l'université de St. Mary de San Antonio au Texas. Il décide de ne pas s'installer sur le campus et loue un appartement à quelques kilomètres de l'université. En fait, il a choisi cet appartement parce qu'il était dans une résidence familiale. Il se sentait plus en sécurité dans cet environnement. Un matin de février, des ouvriers sentent de la fumée provenant de l'appartement du jeune homme.
Ils ont vu que les fenêtres étaient couvertes de suie. Et quand ils sont allés frapper à la porte, elle n'était pas fermée à clé. Quand ils ont ouvert la porte, un nuage de fumée s'est échappé de l'appartement. Ils sont ressortis à cause de la fumée, et quand ils y sont retournés, ils ont trouvé M. Andrade allongé sur son lit. Le jeune homme est mort. Il a été étranglé. Son corps était brûlé, mais pas autant que si l'appartement avait complètement brûlé. Quand ils l'ont découvert, il avait un bras, son bras droit en fait, qui était derrière son dos, au niveau de la taille, ce qui laissait penser qu'on lui avait attaché les mains derrière le dos. Il n'y a pas de traces d'effraction, mais ces appareils électroniques ne sont plus là. Il y avait un meuble avec des haut-parleurs qui pendaient et qui devait certainement être relié à un appareil qui n'était plus là. Sur le bureau, il y avait une trace très nette à l'endroit où était posé l'ordinateur. Ce qui signifie que l'ordinateur a été volé après le début de l'incendie et le feu a pris à 3 endroits différents. Les enquêteurs incendies nous ont dit dès le début que le feu n'avait certainement pas été allumé avec un produit inflammable. Il n'y avait pas d'essence pour briquet, rien qui aurait pu provoquer de grosses flammes, qui aurait pu déclencher un incendie avec des flammes immenses. Un fauteuil placé entre la cuisine et le salon est le premier point d'origine du feu. Les pieds du lit en sont un autre, et le troisième feu est parti du sol de la penderie de la chambre. J'ai regardé beaucoup d'émissions sur la police scientifique. Le fait qu'il y ait 3 points de départ pour un feu camouflait forcément quelque chose. Ce n'est pas la victime qui a déclenché l'incendie. Quelqu'un avait essayé de détruire les preuves qui se trouvaient dans l'appartement. Michael portait un boxeur et un t-shirt, ce qui signifie qu'il connaissait probablement son meurtrier, homme ou femme, et qu'il l'a volontiers laissé entrer. Il le connaissait et il était suffisamment à l'aise avec cette personne pour la recevoir en sous-vêtements. Si c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas, c'est sûr et certain qu'il se serait habillé avant d'ouvrir la porte. Sans preuve matérielle, les enquêteurs espèrent que les objets volés les conduiront au coupable. Il y a toujours une chance que quelque chose se passe, que des éléments apparaissent plus tard. Quelqu'un va se vanter de ce crime. Quelqu'un va prendre possession des objets volés. Ils vont refaire surface et à partir de là, on pourra remonter la piste. Mais il y a peut-être un indice dans l'appartement qu'ils ne peuvent pas voir pour le moment. Lors de l'autopsie de Michael Andrade, le médecin légiste confirme ce que les inspecteurs soupçonnaient. Le légiste a constaté qu'il avait été tué avant le début de l'incendie parce qu'il n'avait pas de fumée dans les poumons. Les dépôts de suie sur le corps indiquaient qu'il était mort sur le ventre, parce que les dépôts de suie étaient plus importants sur son dos. Michael a été étranglé avec un morceau de drap déchiré. Michael Andrade, un étudiant en médecine, a été assassiné dans son appartement. Ses mains ont été entravées et il a été étranglé. Puis, un incendie comportant 3 départs de feu a été volontairement déclenché dans le but d'effacer les indices. Le vol est apparemment le mobile du meurtre. Le fait qu'il n'y ait pas de traces d'effraction constatées sur la porte et que l'étudiant était en sous-vêtements laisse également penser que la victime connaissait son agresseur. En passant la scène de crime au peigne fin, les enquêteurs font une étrange découverte. Quelques morceaux de laine de verre sont restés accrochés au corps de la victime. Comment expliquer leur présence puisque l'incendie a causé peu de dégâts sur les murs et le plafond de l'appartement? Il n'y avait que le matériau d'isolation et rien d'autre. Il était donc possible qu'il soit arrivé là quand l'agresseur a étranglé la victime. C'est inhabituel de ne trouver que de la laine de verre. D'habitude, il y a aussi d'autres débris, du bois calciné, des clous, des vis et même des morceaux du plafond. Les enquêteurs ne trouvent personne qui aurait pu en vouloir à Michael Andrade au point de le tuer.
Il n'avait jamais eu d'ennemis. Je ne l'avais jamais vu en colère contre quelqu'un. Il ne se fâchait jamais. On ne pouvait pas imaginer que qui que ce soit puisse lui en vouloir. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. La police trouve enfin quelqu'un qui lui en voulait. Sa petite amie de longue date, une étudiante de 22 ans, Lily Missias. Je me rappelle de plusieurs disputes entre deux. Il était très contrarié, il avait de la peine ou il était très en colère contre elle. Je ne sais pas vraiment ce qui s'était passé, mais c'était évident qu'ils avaient des problèmes. Les enquêteurs découvrent un message vocal que Lily a laissé à Michael à 8h30 du matin. Elle avait laissé un message sur le portable de Michael où elle disait que les choses n'allaient plus entre eux et qu'elle le quittait. Est-il possible que Lily soit venue rendre visite à Michael par la suite et qu'ils aient eu une violente dispute? À ce stade, vu que Michael semblait connaître son meurtrier, elle est forcément devenue suspecte. Mais l'étudiante a un alibi. Elle travaillait. Elle est donc éliminée de la liste des suspects. Elle était très coopérative. Elle était disposée à faire une déposition, à nous laisser fouiller son appartement et son véhicule. Stéphanie Andrade, la sœur de la victime, fournit à la police une première piste solide. Elle explique que Michael s'était plaint d'un homme qu'il croisait dans la résidence. Cet homme n'a fait que lui parler, mais sa présence le mettait mal à l'aise. Il n'a pas dit pourquoi. Il ne lui avait jamais parlé méchamment. Mais il a simplement dit qu'il se sentait toujours mal à l'aise, qu'il n'était pas tranquille quand il était là, parce qu'il était un peu bizarre. Malheureusement, Michael n'a jamais dit qui était cet homme, ni fourni de description ou indiqué où il vivait. À ce stade, les enquêteurs n'avaient rien d'autre que le crime, la scène de crime, et une résidence qui comptait un grand nombre de suspects potentiels. Il n'y avait pas d'autre élément pour s'orienter sur une personne en particulier. Les enquêteurs n'ont aucun suspect. Ils décident donc de diffuser un appel à témoins. 4 jours plus tard, une source anonyme leur fournit une information. Les détails que cette personne a fournis étaient étonnants. L'informateur déclare à la police que le tueur n'est pas entré dans l'appartement de Michael Andrade par la porte ou par une fenêtre. Il est entré par les combles. Cette personne savait que l'ordinateur portable de Michael avait disparu. Il savait ce qu'il contenait, alors que cette information n'avait pas été révélée aux médias. On se demandait comment quelqu'un pouvait connaître ce genre d'informations. Une source anonyme a dit aux enquêteurs que le meurtrier de Michael Andrade est entré chez lui par les combles. Les enquêteurs découvrent une trappe menant dans les combles, à l'intérieur de la penderie de la chambre. Il s'avère que par ces combles, on peut accéder à tous les appartements de l'étage. Or, les traces de pas sur les panneaux d'isolation indiquent que quelqu'un s'est déplacé entre l'appartement de Michael et l'appartement 1002. Les 2 appartements étaient reliés. Je n'y aurais jamais pensé, à moins de faire partie de l'équipe de maintenance. C'est une chose qu'on ne pouvait pas savoir. Aucune des couches d'isolation au-dessus des autres appartements n'avait été déplacée. La seule qui avait bougé était celle qui se trouvait au-dessus de l'appartement de Michael Andrade. La locataire de l'appartement 1002 attenant à celui de Michael est Maria Solis, 23 ans. C'est une mère célibataire qui a un fils de 3 ans. Comment ça va? Bien. On a quelques questions à vous poser. Lorsqu'elle est interrogée par la police, Maria Solis déclare qu'elle ne connaissait pas Michael Andrade et qu'elle ne savait pas où il vivait. Mais les enquêteurs ne la croient pas. Ils décident donc de saisir son aspirateur et les vêtements dans son panier de linge sale. Ils y trouvent un jean pour homme et dessus, il y a des fibres de laine de verre. Les minuscules poches d'air contenues dans la fibre de verre ont gonflé, prenant la forme d'un ballon de football très caractéristique, ce qui indique que le matériau s'est trouvé près d'un feu.
Les preuves n'étaient pas détruites, elles étaient seulement calcinées, ce qui leur a donné des caractéristiques spécifiques dont je pouvais me servir pour faire des comparaisons avec les éléments relevés sur la scène de crime. Grâce à l'appel téléphonique d'un informateur anonyme, les policiers ont accompli un pas de géant dans la résolution du meurtre mystérieux de Michael Andrade. Ils ont maintenant la certitude que le meurtrier a quitté l'appartement 1002 occupé par Maria Solis pour se glisser dans les combles du bâtiment et s'introduire ensuite chez l'étudiant. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs trouvent dans le panier de linge sale de la jeune femme une paire de jeans d'homme sur laquelle un expert décèle des fibres de laine de verre calciné, identiques à celles recueillies sur le corps de la victime. Examinés au microscope de comparaison ou au microscope à balayage électronique, fibres et cheveux peuvent livrer un grand nombre d'informations et trahir un suspect. Les fibres sont partout, sur le sol, les vêtements, les tapis, les sièges de voiture. Elles se transfèrent en permanence, presque toujours à notre insu. Mais les policiers doivent agir vite, car la probabilité de retrouver des fibres après un transfert décroît avec le temps. On estime qu'après 8 heures, seuls 10% d'entre elles sont encore décelables sur un vêtement. La laine de verre avait des caractéristiques précises. Elle était calcinée, donc l'accusé ne pouvait pas dire « j'ai travaillé sur un chantier, c'est pour ça que j'ai de la laine de verre sur mes vêtements ». Dans l'aspirateur, les enquêteurs trouvent d'autres fibres très particulières. Des fibres noires de polyester enveloppées autour de fibres de coton qui ont été teintes avec des colorants particuliers. Les fibres étaient composées de polyester et de coton. C'était un mélange. Il comportait des filaments de polyester noir qui donnaient sa couleur au fil et permettaient de le renforcer. Ces fils sont identiques à ceux retrouvés autour du cou de Michael Andrade. Ils proviennent du drap de son lit qui a été déchiré et utilisé pour l'étrangler. En les examinant au microscope, j'ai pu voir que les fils formaient un motif bien particulier. Et c'est grâce à cet élément distinctif que j'ai pu établir la correspondance avec les fibres provenant du lit de la victime. Dans l'appartement de la suspecte, les enquêteurs découvrent aussi une caméra et les clés d'un pick-up. La caméra contient des photos de la famille Andrade, preuve qu'elle appartenait à Michael. Et il s'agit aussi des clés de son véhicule. Monsieur Andrade conduisait un pick-up Ford F-150 et les clés étaient celles d'un véhicule de cette marque. On est allé jusqu'à sa voiture et on a pu l'ouvrir avec la commande à distance sur la clé. Les enquêteurs confrontent Maria Solis et lui demandent à qui appartient le jean découvert dans son panier à linge. Sous la pression, elle change sa version des faits. Elle finit par admettre qu'elle vit avec un homme, Joe Luna, 25 ans. Elle avait rencontré Luna sur Internet. Elle m'a donné l'impression d'avoir désespérément besoin d'être avec quelqu'un. Alors elle s'est accrochée à Luna et elle s'est retrouvée dans une relation où elle se faisait complètement manipuler. Joe Luna a passé 5 ans en prison pour carjacking et coups et blessures sur un agent de police. Maria Solis prétend qu'elle n'était pas au courant de son passé criminel. De plus, il est recherché pour une série de cambriolages, dont le mode opératoire rappelle étrangement le meurtre de Michael Andrade. Il pénétrait dans la maison, découpait les draps, attachait les gens qui se trouvaient dans la maison avec les draps du lit. Il a terrorisé 5 personnes au total. 3 d'entre elles avaient des enfants. Il les a attachés, il a utilisé une arme, il les a menacés et il les a volés. Brooke Henvick est l'une de ses victimes. C'est terrible, parce que normalement, on se sent en sécurité chez soi.
Après le cambriolage, Brooke a trouvé une preuve que le criminel avait laissée derrière lui. On a vu qu'il y avait 2 mégots de cigarettes dans le garage. On ne fume pas et aucun de nos amis qui étaient venus chez nous récemment non plus. L'ADN obtenu à partir de la salive sur le mégot correspond au profil génétique de Joe Luna. Par certains de ces aspects, cette affaire en rappelle d'autres que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les enquêtes impossibles. Dans le but de brouiller les pistes et d'effacer les preuves matérielles, des criminels interviennent sur la scène de crime et ils y ajoutent de nouveaux indices. Cette démarche se traduit par un effet boomerang. Au lieu de parvenir à leur fin, les meurtriers facilitent l'enquête criminelle. En ce qui concerne notre affaire, les policiers sont maintenant en possession de suffisamment de preuves médico-légales pour arrêter Joe Luna et l'inculper d'homicide avec préméditation. Vous avez tué votre voisin? Non. Je tuerai jamais personne et j'ai jamais eu à le faire non plus. Même s'il clame son innocence, le jeune homme risque la peine de mort. Les preuves scientifiques permettent de reconstituer ce qui s'est passé le matin du meurtre de Michael Andrade. Le procureur pense que puisqu'il était recherché pour cambriolage, Joe Luna passait la plupart de son temps dans l'appartement de Maria Solis. Il finit par découvrir qu'une trappe dans l'appartement donne dans les combles de l'immeuble. De là, il découvre qu'il peut accéder à l'appartement situé 20 mètres plus loin, là où habitait Michael Andrade. Il a ouvert le panneau donnant sur la penderie dans la chambre de Michael. Comme il n'y a aucun bruit, il pense qu'il n'y a personne et se faufile dans l'appartement. Mais Michael est là, il dort, et il est réveillé par l'intrusion de Joe Luna. Les deux hommes commencent à se bagarrer. Joe Luna déchire les draps du lit, lie les mains de Michael dans son dos et l'étrangle pour qu'il ne puisse pas l'identifier. Pour détruire les preuves, il met le feu à la penderie et retourne dans l'appartement de sa petite amie en repassant par les combles. Un peu plus tard, comme il n'entend pas l'alarme incendie, il se dit que le feu ne s'est pas répandu. Il décide donc de retourner là-bas pour déclencher un autre incendie. Il en profite alors pour voler les appareils électroniques et les clés de voiture de la victime. Avant de repartir, il met le feu à 2 autres endroits. En passant par les combles, l'assassin a répandu des morceaux de laine de verre qu'il a essayé de faire disparaître en passant l'aspirateur. Il a aussi changé de jean, mais celui-ci était couvert de fibres brûlées. Retrouver des preuves sur sa poche arrière, pour un enquêteur, il n'y a rien de mieux. Parce que quand on découvre des preuves sur un vêtement, pour le suspect, c'est vraiment difficile de continuer à nier qu'il est coupable. Pendant son interrogatoire, Maria Solis finit par dire que son petit ami lui a avoué ce qu'il avait fait. Il est arrivé à l'appartement. Il a dit que quelqu'un était là quand il a débarqué. J'attendais la suite. Il a dit qu'il l'avait vu. Et que c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Vous pensiez qu'il avait fait quoi? Qu'il avait fait du mal à quelqu'un. Qu'il avait fait ce qu'il a fait à ce garçon. J'ai du mal à dire ces mots. Dites-le. Il lui a ôté la vie. Joe Luna compte plaider non coupable à son procès, mais les preuves scientifiques l'obligent à reconsidérer sa décision. Le fait qu'il y ait une correspondance entre les fibres qui ont été découvertes et les fibres que j'ai examinées était si accablant pour l'accusé qu'il n'a pas voulu s'obstiner. C'est très rare quand quelqu'un encourt la peine de mort. Joe Luna décide de plaider coupable et admet devant la cour
avoir tué Michael Andrade. Que plaidez-vous face à cette accusation de meurtre? Coupable. Il a déclaré qu'il adorait ça, qu'il vivait pour l'adrénaline que lui procurait le fait de terroriser des gens et de s'en sortir. Je n'imagine pas la terreur qu'a dû ressentir la victime. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir Joe Luna sortir de son placard. En mars 2006, Joe Luna demande au jury de le condamner à mort. Ce qu'il fait volontiers. Il y a des individus dans notre société qui ont perdu le droit de vivre parmi nous, à cause de leurs actions et des décisions qu'ils ont prises. Joe Luna en fait partie. Comble de l'ironie, Joe Luna a tenté d'effacer les preuves de son crime en les brûlant, mais en faisant cela, il n'a fait que rendre la laine de verre encore plus reconnaissable. Je n'aurais jamais pensé que c'est comme ça qu'il l'attraperait. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait grâce à l'aspirateur. Nous avons besoin de preuves scientifiques. Nous avons besoin de preuves solides, parce que les preuves ne mentent pas. Comme l'un de mes professeurs le disait, le crime parfait n'existe pas. Vous pouvez planifier, tout organiser. Vous aurez beau essayer de tout prévoir et de maîtriser tout ce qui vous entoure, vous laisserez toujours des preuves derrière vous. Après avoir hésité à plaider coupable, Joe Luna a finalement demandé, je dis bien, il a finalement demandé à être condamné à la peine de mort. Après 2 heures de délibération, le jury a répondu favorablement à sa demande. Si le père de Michael Andrade s'est dit satisfait et soulagé par la sentence, celui de l'assassin a salué le courage de son fils, estimant qu'il avait su faire face à ses responsabilités sans essayer d'obtenir la clémence du juge. Ainsi, en dépit des efforts de son avocat pour faire commuer la peine capitale en peine d'emprisonnement à perpétuité, Joe Luna a été exécuté par injection létale. En 2012, et jusqu'à ce jour, 18 exécutions ont été pratiquées aux États-Unis, toutes par injection létale. Sachez encore que le Texas détient le triste record en la matière, puisque 482 exécutions se sont déroulées sur son sol depuis 1977. Eh bien, cette émission est terminée. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour 2 nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Cette nuit-là, ils étaient en voiture pour se rendre en ville, dans un bar. Et sur le chemin, ils se sont arrêtés sur la route 41 pour acheter de la drogue. Les enquêteurs prélèvent un échantillon de salive sur Steve Cannon afin d'établir son profil génétique. 2 mois plus tard, ils obtiennent enfin la réponse qu'ils attendaient. Les analyses ADN permettent d'obtenir des résultats d'une très grande fiabilité. La probabilité pour qu'un autre individu ait la même empreinte génétique était de 1 sur 2,9 milliards. Autrement dit, ses cheveux appartenaient à Cannon. C'était une preuve accablante, le genre de preuve totalement irréfutable. C'était comme trouver une balle en argent. Ce résultat était une vraie bombe. Un grand soulagement. Le procureur pense que Gary Cochran et Steve Cannon ont passé la nuit à boire dans un bar et qu'ils ont également pris de la cocaïne. Peu après minuit, les 2 hommes se sont rendus chez les Ferger et sont entrés dans la maison par la porte qui n'était pas verrouillée.
Le bruit a réveillé Joseph, qui a couru dans la chambre de son baby-sitter, laissant Shara seule dans le salon. Les deux hommes ont peut-être tenté d'entrer dans la chambre de Crystal, mais elle avait verrouillé sa porte et sa fenêtre. C'est alors qu'ils ont remarqué Shara dans le salon. Personne ne sait comment ils l'ont persuadée de les suivre dehors. Cochrane et Shannon étaient ivres et sous l'emprise de la drogue. Ils ont mis Shara dans la voiture et ont conduit jusqu'à un champ situé à 3 km de là. Mais la petite fille s'est débattue. Elle a arraché des cheveux de la tête de Cannon, ce qui a permis d'établir son profil ADN. Et Cochrane l'a mordu, laissant des traces de dents qui permettront de le confondre. Je ne pense pas que cette affaire aurait été résolue sans les marques de morsure ou les cheveux. Je ne sais pas si on se serait orienté vers cette piste-là, en particulier celle de Steve Cannon, s'il n'y avait pas eu l'ADN. Je pense que le bureau du shérif a fait un travail extraordinaire. L'enquête a été très bien menée, même s'ils ont mis du temps à attraper les deux meurtriers. Ils ont simplement fait leur travail et essayé d'arrêter la bonne personne. Les deux ont finalement été inculpés par le grand jury de meurtre avec préméditation. En septembre 2005, Gary Cochrane et Steve Cannon sont jugés et reconnus coupables d'assassinat. Ils sont condamnés à la prison à vie, sans possibilité de remise d'onglet. En les examinant au microscope, j'ai pu voir que les fils formaient un motif bien particulier. Et c'est grâce à cet élément distinctif que j'ai pu établir la correspondance avec les fibres provenant du lit de la victime. Dans l'appartement de la suspecte, les enquêteurs découvrent aussi une caméra et les clés d'un pick-up. La caméra contient des photos de la famille Andrade, preuve qu'elle appartenait à Michael. Et il s'agit aussi des clés de son véhicule. Monsieur Andrade conduisait un pick-up Ford F-150 et les clés étaient celles d'un véhicule de cette marque. On est allé jusqu'à sa voiture et on a pu l'ouvrir avec la commande à distance sur la clé. Les enquêteurs confrontent Maria Solis et lui demandent à qui appartient le jean découvert dans son panier à linge. Sous la pression, elle change sa version des faits. Elle finit par admettre qu'elle vit avec un homme, Joe Luna, 25 ans. Elle avait rencontré Luna sur Internet. Elle m'a donné l'impression d'avoir désespérément besoin d'être avec quelqu'un. Alors elle s'est accrochée à Luna et elle s'est retrouvée dans une relation où elle se faisait complètement manipuler. Joe Luna a passé 5 ans en prison pour carjacking et coups et blessures sur un agent de police. Maria Solis prétend qu'elle n'était pas au courant de son passé criminel. De plus, il est recherché pour une série de cambriolages, dont le mode opératoire rappelle étrangement le meurtre de Michael Andrade. Il pénétrait dans la maison, découpait les draps, attachait les gens qui se trouvaient dans la maison avec les draps du lit. Il a terrorisé 5 personnes au total. 3 d'entre elles avaient des enfants. Il les a attachés, il a utilisé une arme, il les a menacés et il les a volés. Brooke Envik est l'une de ses victimes. C'est terrible, parce que normalement, on se sent en sécurité chez soi. Après le cambriolage, Brooke a trouvé une preuve que le criminel avait laissée derrière lui. On a vu qu'il y avait 2 mégots de cigarettes dans le garage. On ne fume pas et aucun de nos amis qui étaient venus chez nous récemment non plus. L'ADN obtenu à partir de la salive sur le mégot correspond au profil génétique de Joe Luna. Par certains de ces aspects, cette affaire en rappelle d'autres que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les enquêtes impossibles. Dans le but de brouiller les pistes et d'effacer les preuves matérielles, des criminels interviennent sur la scène de crime dans la résolution du meurtre mystérieux de Michael Andrade. Ils ont maintenant la certitude que le meurtrier a quitté l'appartement 1002 occupé par Maria Solis pour se glisser dans les combles du bâtiment et s'introduire ensuite chez l'étudiant. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs trouvent dans le panier de linge sale de la jeune femme
une paire de jeans d'homme sur laquelle un expert décèle des fibres de laine de verre calciné, identiques à celles recueillies sur le corps de la victime. Examinées au microscope de comparaison ou au microscope à balayage électronique, fibres et cheveux peuvent livrer un grand nombre d'informations et trahir un suspect. Les fibres sont partout, sur le sol, les vêtements, les tapis, les sièges de voiture. Elles se transfèrent en permanence, presque toujours à notre insu. Mais les policiers doivent agir vite, car la probabilité de retrouver des fibres après un transfert décroît avec le temps. On estime qu'après 8 heures, seuls 10% d'entre elles sont encore décelables sur un vêtement. La laine de verre avait des caractéristiques précises. Elle était calcinée, donc l'accusé ne pouvait pas dire « j'ai travaillé sur un chantier, c'est pour ça que j'ai de la laine de verre sur mes vêtements ». Dans l'aspirateur, les enquêteurs trouvent d'autres fibres très particulières. Des fibres noires de polyester enveloppées autour de fibres de coton qui ont été teintes avec des colorants particuliers. Les fibres étaient composées de polyester et de coton. C'était un mélange. Il comportait des filaments de polyester noir qui donnaient sa couleur au fil et permettaient de le renforcer. Ces fils sont identiques à ceux retrouvés autour du cou de Michael Andrade. Ils proviennent du drap de son lit qui a été déchiré et utilisé pour l'étrangler. En les examinant au microscope, j'ai pu voir que les fils formaient un motif bien particulier. Et c'est grâce à cet élément distinctif que j'ai pu établir la correspondance avec les fibres provenant du lit de la victime. Dans l'appartement de la suspecte, les enquêteurs découvrent aussi une caméra et les clés d'un pick-up. La caméra contient des photos de la famille Andrade, preuve qu'elle appartenait à Michael. Et il s'agit aussi des clés de son véhicule. Monsieur Andrade conduisait un pick-up Ford F-150 et les clés étaient celles d'un véhicule de cette marque. On est allé jusqu'à sa voiture et on a pu l'ouvrir avec la commande à distance sur la clé. Ce qui n'apparaissait pas clairement sur les premiers clichés avant que la photo ne soit retouchée. L'odontologiste dispose désormais de 2 traces de morsure qu'il va pouvoir comparer à l'empreinte dentaire de Dale Morris. Selon moi, ce n'était pas Dale Morris qui avait mordu cet enfant. Quand j'ai eu l'occasion de parler avec le docteur Levine et qu'il m'a expliqué pourquoi Dale Morris ne pouvait pas avoir fait ces traces de morsure sur l'épaule de la victime, je suis reparti en étant convaincu que nous avions arrêté la mauvaise personne. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas enlacé? Ça fait 4 mois et demi que je ne l'ai pas touché. Je pouvais seulement lui parler à travers une vitre pendant 1 heure à chaque fois. C'est ça, oui. J'avais le droit à 1 heure. Le chef de la police est venu s'excuser. Et bien sûr, Dale a accepté leurs excuses et il leur a pardonné. L'enquête est loin d'être terminée. La police avait identifié 2 suspects dans l'enquête sur le meurtre de Shara Ferger, 9 ans. Son babysitter, Jack Hubble, et un voisin, Dale Morris. Je pensais que Dale Morris était coupable, que c'était lui le meurtrier. Mais les preuves médico-légales ont innocenté les 2 hommes. Grâce à l'expertise des ingénieurs de la NASA, spécialistes du traitement des images en très haute définition, Dale Morris, le principal suspect dans l'assassinat de la petite Shara Ferger, a été innocenté. Il n'est pas rare que l'agence spatiale américaine soit sollicitée par des enquêteurs pour les aider à résoudre des affaires ou par des historiens pour apporter une expertise dans le cadre d'énigmes historiques. Ainsi, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, des spécialistes de la NASA avaient été appelés à se prononcer sur l'authenticité du cinsuaire de Turin, ce linge dans lequel le corps de Jésus aurait été enveloppé à sa descente de croix. Alors, utilisant les technologies employées pour décoder et amplifier
les images prises par les sondes envoyées sur Mars et Vénus, ils avaient conclu que la marque imprimée sur le linceul était due à une décharge thermique brève mais intense. Pour en revenir à notre enquête, force est de constater que les investigations sont au point mort. 6 mois se sont écoulés depuis le meurtre de la petite fille et aucun suspect n'a pu être identifié. Ou que le coupable connaissait un des habitants du quartier. L'impensable s'est produit. Shara Ferger, 9 ans, a été enlevée chez elle pendant la nuit, violée et assassinée. Les enquêteurs disposent de plusieurs indices. La fillette a été mordue à l'épaule avant d'être poignardée à l'aide de 2 armes différentes. Un couteau et ce qui ressemble à la marque d'un tournevis. 4 cheveux n'appartenant pas à la victime, prélevés sur son corps sans vie, ont permis d'établir un profil ADN. Jack Hubble, un ancien toxicomane chargé de la garde des enfants et principal suspect, est rapidement disculpé. Sa signature génétique ne correspond pas à l'ADN recueilli sur la scène de crime. Et les empreintes de sa denture sont également différentes. Ainsi, à l'instar des empreintes digitales, mais avec moins de précision, les empreintes dentaires peuvent-elles permettre l'identification d'un criminel? C'est pourquoi les policiers prélèvent les empreintes des dentures de tous les hommes des environs. Et apparemment, cette démarche ne tarde pas à porter ses fruits. Un odontologiste médico-légal identifie l'individu responsable de la morsure sur l'épaule de la victime. Il s'agit de Dale Morris, un voisin qui habite juste en bas de la maison des Ferger. Il leur a dit « C'est votre homme, arrêtez-le ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Dale Morris vit avec sa femme et sa belle-fille. Il nie catégoriquement être impliqué dans le meurtre de Shara Ferger. Je n'aimais pas beaucoup Dale Morris. Je pensais qu'il était coupable. Mon instinct me disait qu'il était coupable. Je ne l'ai pas mordu. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai rien fait. J'ai rien à voir avec sa mort. Le suspect déclare aux enquêteurs qu'il n'a même jamais rencontré la petite fille. Si elle m'avait parlé, j'aurais même pas su qui c'était. Mais la police sait qu'il ment. En fait, j'ai appris qu'il avait déjà vu Shara, parce qu'elle était allée chez lui voir sa belle-fille. Pendant son interrogatoire, Dale Morris fait une déclaration troublante qui pourrait passer pour des aveux. On veut savoir pourquoi. J'ai rien fait. Ou alors c'est pendant que je dormais. Il a dit ça spontanément. Et en gros, ça voulait dire que s'il avait commis ce crime, il l'avait fait dans son sommeil. Compte tenu de l'identification dentaire et des déclarations de Dale Morris durant son interrogatoire, Meurtrier déployant des trésors d'imagination et de perversité pour déjouer la police. D'autres mettent en jeu les passions humaines et les excès dramatiques qu'elles entraînent parfois. D'autres encore nous précipitent dans les tréfonds de l'âme humaine. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre la criminalité au quotidien. Mais lorsque la violence absurde et gratuite détruit des vies, nous n'avons d'autre choix que d'exprimer notre répulsion à l'égard des prédateurs et notre compassion, bien sûr, à l'égard des familles des victimes. les mères qui élèvent seules leurs enfants doivent souvent faire d'énormes sacrifices pour arriver à joindre les deux bouts. Karen Ferger est l'une d'entre elles. Elle travaille de nuit dans une usine. C'est pourquoi elle a engagé une de ses connaissances, Jack Hubble, pour garder ses enfants le soir. C'était une famille monoparentale type. La mère était issue du milieu ouvrier et elle se démenait pour joindre les deux bouts et élever ses enfants. Le matin du 3 octobre 1997, Jack Hubble et sa femme constatent que Shara Ferger, 9 ans, a disparu.
Les Hubble ont contacté certains de leurs voisins et amis, et ils ont commencé à la rechercher pour voir si elle n'était pas quelque part dans le quartier. J'avais peur. J'étais angoissée. Je sentais que quelque chose lui était arrivé, parce que c'était comme si une partie de moi était morte. À 15h30, les recherches s'arrêtent. Elle a été retrouvée dans un champ à 3 km de chez elle. On l'avait poignardée plusieurs fois avant de l'abandonner là. J'ai essayé de sauter par-dessus la clôture, mais ils m'en ont empêché. Et comme les ambulanciers ne sont pas sortis de leur véhicule, j'ai su qu'elle était morte. Ça fait peur quand on a des enfants, ça fait vraiment peur ce genre de choses, de se dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. On ne connaît jamais vraiment ses voisins. C'était un quartier paisible et tout à coup, il arrive un truc pareil. C'est très triste et personne ne pourra oublier ça. Jack Hubble est la dernière personne à avoir vu la petite fille en vie et il n'y a aucun signe d'effraction. Il est donc le premier à être interrogé par la police. Il déclare que la veille au soir, Shara et son frère Joseph se sont endormis sur le canapé en regardant la télévision. Il a éteint le téléviseur, les a couverts et est allé se coucher. Plus tard, Joseph est entré dans sa chambre, effrayé. Joseph a entendu des bruits, des casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Et il a eu peur. Jack ne lui a pas vraiment demandé ce qui se passait, il a simplement dit « Viens par là, tu peux dormir dans notre lit ». Joseph dit que Shara était toujours endormie quand il est allé dans la chambre des... Elle se transfère en permanence, presque toujours à notre insu. Mais les policiers doivent agir vite, car la probabilité de retrouver des fibres après un transfert décroît avec le temps. On estime qu'après 8 heures, seuls 10% d'entre elles sont encore décelables sur un vêtement. La laine de verre avait des caractéristiques précises. Elle était calcinée, donc l'accusé ne pouvait pas dire « j'ai travaillé sur un chantier, c'est pour ça que j'ai de la laine de verre sur mes vêtements ». Dans l'aspirateur, les enquêteurs trouvent d'autres fibres très particulières. Des fibres noires de polyester enveloppées autour de fibres de coton qui ont été teintes avec des colorants particuliers. Les fibres étaient composées de polyester et de coton. C'était un mélange. Il comportait des filaments de polyester noir qui donnaient sa couleur au fil et permettaient de le renforcer. Ces fils sont identiques à ceux retrouvés autour du cou de Michael Andrade. Ils proviennent du drap de son lit qui a été déchiré et utilisé pour l'étrangler. En les examinant au microscope, j'ai pu voir que les fils formaient un motif bien particulier. Et c'est grâce à cet élément distinctif que j'ai pu établir la correspondance avec les fibres provenant du lit de la victime. Dans l'appartement de la suspecte, les enquêteurs découvrent aussi une caméra et les clés d'un pick-up. La caméra contient des photos de la famille Andrade, preuve qu'elle appartenait à Michael. Et il s'agit aussi des clés de son véhicule. Monsieur Andrade conduisait un pick-up Ford F-150 et les clés étaient celles d'un véhicule de cette marque. On est allé jusqu'à sa voiture et on a pu l'ouvrir avec la commande à distance sur la clé. Les enquêteurs confrontent Maria Solis et lui demandent à qui appartient le jean découvert dans son panier à linge. Sous la pression, elle change sa version des faits. Elle finit par admettre qu'elle vit avec un homme, Joe Luna, 25 ans. Elle avait rencontré Luna sur Internet. Elle m'a donné l'impression d'avoir désespérément besoin d'être avec quelqu'un. Alors elle s'est accrochée à Luna et elle s'est retrouvée dans une relation où elle se faisait complètement manipuler. Joe Luna a passé 5 ans en prison pour carjacking et coups et blessures sur un agent de police. Maria Solis prétend qu'elle n'était pas au courant de ce... Et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être menée à bien, cette quête exige patience et persévérance.
Mais peut-on concevoir qu'un meurtrier réclame la peine de mort alors que le jury l'a condamné à la prison à vie? Entrer en faculté de médecine, c'est le rêve de milliers d'étudiants qui, chaque année, déposent leur candidature en espérant être acceptés. Michael Andrade est l'un d'entre eux. Il voulait vraiment devenir médecin. Il avait très envie d'aider les autres. Récemment, ma mère m'a confié qu'elle avait l'habitude de lui dire « Ne t'inquiète pas, Michael, tes efforts finiront par payer ». Il travaillait très dur à l'école. En 2005, Michael intègre la classe préparatoire de médecine à l'université de St. Mary de San Antonio au Texas. Il décide de ne pas s'installer sur le campus et loue un appartement à quelques kilomètres de l'université. En fait, il a choisi cet appartement parce qu'il était dans une résidence familiale. Il se sentait plus en sécurité dans cet environnement. Un matin de février, des ouvriers sentent de la fumée provenant de l'appartement du jeune homme. Ils ont vu que les fenêtres étaient couvertes de suie. Et quand ils sont allés frapper à la porte, elle n'était pas fermée à clé. Quand ils ont ouvert la porte, un nuage de fumée s'est échappé de l'appartement. Ils sont ressortis à cause de la fumée, et quand ils y sont retournés, ils ont trouvé M. Andrade allongé sur son lit. Le jeune homme est mort. Il a été étranglé. Son corps était brûlé, mais pas autant que si l'appartement avait complètement brûlé. Quand ils l'ont découvert, il avait un bras, son bras droit en fait, qui était derrière son dos, au niveau de la taille, ce qui laissait penser qu'on lui avait attaché les mains derrière le dos. Il n'y a pas de traces d'effraction, mais ces appareils électroniques ne sont plus là. Il y avait un meuble avec des haut-parleurs qui pendaient et qui devait certainement être relié à un appareil qui n'était plus là. Sur le bureau, il y avait une trace très nette à l'endroit où était posé l'ordinateur. Ce qui signifie que l'ordinateur a été volé après le début de l'incendie et le feu a pris à 3 endroits différents. Les enquêteurs incendies nous ont dit dès le début que le feu n'avait certainement pas été allumé avec un produit inflammable. Il n'y avait pas d'essence pour briquet, rien qui aurait pu provoquer de grosses flammes, qui aurait pu déclencher un incendie avec des flammes immenses. Un fauteuil placé entre la cuisine et le salon est le premier point d'origine du feu. Les pieds du lit en sont un autre, et le troisième feu... Non. L'informateur déclare à la police que le tueur n'est pas entré dans l'appartement de Michael Andrade par la porte ou par une fenêtre. Il est entré par les combles. Cette personne savait que l'ordinateur portable de Michael avait disparu. Il savait ce qu'il contenait, alors que cette information n'avait pas été révélée aux médias. On se demandait comment quelqu'un pouvait connaître ce genre d'informations. Une source anonyme a dit aux enquêteurs que le meurtrier de Michael Andrade est entré chez lui par les combles. Les enquêteurs découvrent une trappe menant dans les combles, à l'intérieur de la penderie de la chambre. Il s'avère que par ces combles, on peut accéder à tous les appartements de l'étage. Or, les traces de pas sur les panneaux d'isolation indiquent que quelqu'un s'est déplacé entre l'appartement de Michael et l'appartement 1002. Les 2 appartements étaient reliés. Je n'y aurais jamais pensé, à moins de faire partie de l'équipe de maintenance. C'est une chose qu'on ne pouvait pas savoir. Aucune des couches d'isolation au-dessus des autres appartements n'avait été déplacée. La seule qui avait bougé était celle qui se trouvait au-dessus de l'appartement de Michael Andrade. La locataire de l'appartement 1002 attenant à celui de Michael est Maria Solis, 23 ans. C'est une mère célibataire qui a un fils de 3 ans. Comment ça va? Bien. On a quelques questions à vous poser. Lorsqu'elle est interrogée par la police, Maria Solis déclare qu'elle ne connaissait pas Michael Andrade et qu'elle ne savait pas où il vivait. Mais les enquêteurs ne la croient pas. Ils décident donc de saisir son aspirateur et les vêtements dans son panier de linge sale. Ils y trouvent un jean pour homme et dessus, il y a des fibres de laine de verre.
les minuscules poches d'air contenues dans la fibre de verre ont gonflé, prenant la forme d'un ballon de football très caractéristique, ce qui indique que le matériau s'est trouvé près d'un feu. Les preuves n'étaient pas détruites, elles étaient seulement calcinées, ce qui leur a donné des caractéristiques spécifiques dont je pouvais me servir pour faire des comparaisons avec les éléments relevés sur la scène de crime. Grâce à l'appel téléphonique d'un informateur anonyme, les policiers ont accompli un pas de géant dans la résolution du meurtre mystérieux de Michael Andrade. Ils ont maintenant la certitude que le meurtrier a quitté l'appartement 1002 occupé par Maria Solis. La petite Shara Ferger a été frappée à 46 reprises par ses agresseurs. Son oncle, Gary Cochran, et son complice de 18 ans, Steve Cannon. Durant le procès, les deux hommes ont persisté à nier leur implication dans le drame. Gary Cochran allant même jusqu'à jurer sur la tombe de sa mère qu'il n'avait pas tué sa nièce. Alors vous vous en doutez, la perte de Shara dans des conditions aussi atroces a anéanti sa mère. Devenue dépressive, dépendante à l'alcool et au crack, Karen Ferger s'est séparée de son mari et a perdu la garde de ses deux autres enfants, Crystal et Joseph. Cette affaire met en lumière le phénomène alarmant de la disparition d'enfants. Un système d'alerte, Amber Alert, a été créé en 1996 aux États-Unis. Amber est le nom d'une fillette de 9 ans morte au Texas à la suite d'un enlèvement. Alors le système permet de lancer une vaste opération de recherche en impliquant des volontaires, des militaires, des gardes-côtes, le FBI, les médias et des psychologues. Depuis 2002, Amber Alert est adopté dans d'autres pays, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, la Grèce, la Malaisie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Le 25 mai est depuis 10 ans la journée internationale des enfants disparus. Une occasion pour les associations de sensibiliser l'opinion publique à ces questions, mais également de rappeler qu'il ne faut jamais perdre espoir ou abandonner les recherches. Le rapt du jeune Ethan Patz, enlevé aux États-Unis en 1979 sur le chemin de l'école, vient d'être élucidé. 33 ans après le drame, un homme vient d'avouer avoir assassiné le petit garçon âgé de 6 ans à l'époque. Et puis, le cas de Maddie, disparue alors qu'elle passait ses vacances au Portugal avec ses parents britanniques. Il est resté gravé, ce cas, dans les mémoires. En avril dernier, la police anglaise a demandé aux autorités portugaises de rouvrir l'enquête, Scotland Yard ayant annoncé disposer de 195 nouvelles pistes, dont certaines laissent espérer que la fillette pourrait être toujours en vie. Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être menée à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on concevoir qu'un meurtrier... Mais les preuves médico-légales ont innocenté les deux hommes. Grâce à l'expertise des ingénieurs de la NASA, spécialistes du traitement des images en très haute définition, Dale Morris, le principal suspect dans l'assassinat de la petite Shara Ferger, a été innocenté. Il n'est pas rare que l'agence spatiale américaine soit sollicitée par des enquêteurs pour les aider à résoudre des affaires ou par des historiens pour apporter une expertise dans le cadre d'énigmes historiques. Ainsi, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, des spécialistes de la NASA avaient été appelés à se prononcer sur l'authenticité du Saint-Suaire de Turin, ce linge dans lequel le corps de Jésus aurait été enveloppé à sa descente de croix. Alors, utilisant les technologies employées pour décoder et amplifier les images prises par les sondes envoyées sur Mars et Vénus, ils avaient conclu que la marque imprimée sur le linceul était due à une décharge thermique brève mais intense.
Pour en revenir à notre enquête, force est de constater que les investigations sont au point mort. 6 mois se sont écoulés depuis le meurtre de la petite fille et aucun suspect n'a pu être identifié. Encore une fois, on en était à un stade où on n'avait aucune idée de qui ça pouvait être. Et les habitants du quartier étaient très inquiets. J'ai toujours très peur. Ça peut être n'importe qui. Tout le monde est à cran, les gens ne se font plus confiance. Les gens s'observent les uns les autres. Ils se demandent qui ça peut être, qui est le tueur. On a travaillé très dur pour trouver de nouvelles pistes et faire repartir l'enquête. On devait résoudre cette affaire. Il était hors de question de laisser tomber ce dossier. Les enquêteurs interrogent donc de nouveau les habitants du quartier, à la recherche d'un indice qu'ils auraient pu laisser passer. Ils commencent par l'oncle de la victime, Gary Cochrane. Il était avec Shara à la fête foraine quelques heures avant sa mort. Qui que ce soit, il paiera pour ce qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre. C'était une innocente. Elle ne méritait pas ça. On ne s'est jamais très bien entendu. Quand je me suis séparée du père de Shara, il s'est mis à me détester parce que je ne la laissais pas aller chez lui. Cochrane savait qu'une des portes de la maison ne fermait plus, et c'est par là que le meurtrier est entré. Mais Cochrane prétend avoir un alibi pour la nuit du meurtre. Il avait inventé toute une histoire. Soi-disant, il n'était pas dans le quartier. Il était allé boire un verre et que la morsure ait été faite plusieurs heures avant la mort de la petite fille. selon moi, ça ressemblait plus à une morsure périmortem, c'est-à-dire infligée à peu près au moment de la mort. Ça ne ressemblait pas à des marques faites 6 heures avant. Mais si Cochrane a tué Shara, il avait un complice, l'individu qui a laissé ses cheveux. On savait que pour trouver le meurtrier, pour résoudre cette affaire, il fallait qu'on trouve à qui appartenaient ces cheveux. Si Gary Cochrane a un complice, il refuse de donner son identité. Il manquait une pièce du puzzle, quelqu'un qui correspondrait au profil ADN établi à partir des cheveux trouvés sur le corps de la victime. Les enquêteurs font une recherche dans la base de données nationale. En vain. Un informateur leur révèle alors une information très importante. La nuit du meurtre, ce témoin a vu Gary Cochrane avec l'un de ses amis. Il s'agit de Steve Cannon, 18 ans. Mais Steve Cannon ment effrontément aux enquêteurs. Il dit ne pas connaître Cochrane ni aucun membre de la famille Ferger. Je connaissais Steve Cannon depuis qu'il était petit. J'étais amie avec sa tante et avec sa mère. On emmenait souvent les enfants au parc ensemble. Karen Ferger ajoute que le jeune homme est sorti pendant quelque temps avec sa fille aînée, Crystal, et qu'il est venu chez eux plusieurs fois. Après des années d'enlisement, l'enquête rebondit enfin. L'empreinte dentaire de Gary Cochrane, l'oncle de Sarah, correspond au moulage de la morsure. Plus accablant encore, l'expert médico-légal en odontologie affirme que la morsure n'est pas antérieure à la mort, mais qu'elle a été infligée au moment où la fillette succombait au coup fatal, porté avec 2 armes, un couteau et un outil qui pourrait être un tournevis. Mais nous le savons, ce meurtre odieux n'a pas été commis par un seul homme. L'empreinte ADN des cheveux retrouvée sur la scène de crime le confirme. Pour boucler l'affaire, les enquêteurs doivent donc identifier le complice de Cochrane. Mais ce dernier s'est muré dans le silence. Pourtant, un témoin affirme l'avoir aperçu en compagnie de Steve Cannon, un jeune homme de 18 ans. Et un autre dit les avoir vus ensemble en train de se droguer la nuit de la disparition de Shara. Une à une, les pièces du puzzle se mettent en place, de telle sorte que les policiers sont maintenant capables